Bon, faut juste ramener la bouteille à Monsieur Burns. Déjà, choisir la route la moins chaoteuse. Marge, je crois que tu comprends pas. Le vin que t'as utilisé pour le ragoût, il appartenait à Monsieur Burns. C'était un vin à $1 million. Simpson, pourquoi n'avez-vous pas livré la bouteille au manoir de Monsieur Burns? Avant de répondre à cette question, goûtez donc ce délicieux ragoût. Des oignons, de l'ail, du vin rouge datant du 19e siècle. Oh! Vous êtes en état d'arrestation pour le délit de contrefaçon de vin commissionnaire. Mellon et moi, on a fait encore un faux et on a vendu un autre vin de Napoléon. Bah ça alors, c'est dingue. C'est toi qui es en prison pour de l'alcool et moi je suis à la maison en train de surveiller les enfants. Oh, maman t'aime très fort aussi, Maggie. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un épisode des Simpsons qui m'a fait éclater de rire et un peu tordre l'estomac aussi, parce que balancer un vin à $1 million dans un ragoût, c'est quand même un crime culinaire. Dans cet épisode, Marge cuisine par mégarde avec une bouteille hors de prix appartenant à Monsieur Burns. À partir de là, évidemment, c'est la débandade. Elle tente de dissimuler le désastre, fabrique un faux vin, le refile aux riches et finit derrière les barreaux. Du grand art. L'épisode s'ouvre sur Smithers qui court dans tous les sens pour faire les courses de Monsieur Burns. Honnêtement, chaque fois qu'on voit Smithers en mode larbin de luxe, c'est un plaisir. Burns est ravi que tout soit terminé et propose d'ouvrir un amontillado pour fêter ça. Smithers lui répond, l'air de rien, que le tonneau a été muré il y a 2 jours, avec le vendeur à l'intérieur. Et Smithers dit ça comme si c'était parfaitement normal. Les Simpsons quoi. Un représentant tente alors de convaincre Burns de rejoindre un club de barriques de vin en lui expliquant que l'investissement est rentabilisé en 3 jours. Burns dit qu'il y réfléchit encore traduction, il s'en fiche complètement. Il préfère demander à Smithers d'ouvrir une bouteille de Bordeaux 1945. Smithers la débouche, la goûte, commence à décrire les arômes avec son sérieux habituel. Et Burns, lui, s'emballe complètement. Il dit qu'il commence à se sentir un peu pompette et demande à Smithers de penser à prendre de l'aspirine avant d'aller dormir. Sauf que c'est lui qui boit. Je suis un peu pompette. Assurez-vous de prendre 2 aspirines et de boire beaucoup d'eau avant que je n'aille me coucher. On passe ensuite à la salle de repos de la centrale. Lenny entend des pas et reconnaît immédiatement que c'est Smithers parce que lui seul porte des chaussures de ville là-dedans. Tout le monde détale en courant pour éviter de se faire coller des heures sup. Tout le monde, sauf Homer qui hésite entre fuir et récupérer son casse-croûte. Carl lui dit que c'est juste un taco et que ça vaut pas le coup. Homer répond qu'il ne peut pas abandonner un seul repas. Carl soupire et lui dit qu'il racontera son histoire aux générations futures. Et Homer reste là, planté, à récupérer son taco pendant que Smithers arrive. Smithers lui demande de le suivre immédiatement. Homer essaie de négocier pour emmener son casse-croûte. Réponse, non. La scène suivante, on est dans un port. Smithers explique à Homer que Burns veut épater les membres de son club de dégustation de vin et qu'il a acheté pour l'occasion une bouteille ayant appartenu à Napoléon, valeur estimée. $1 million. Homer regarde la caisse de transport et dit que ça ressemble exactement aux boîtes de lessive qu'ils mettent sous clé au supermarché. Ce gars, je vous jure. Ouah, ça ressemble au clavier des machines à laver du Quickie Market. Smithers lui explique que Napoléon aurait livré la bataille d'Austerlitz uniquement parce qu'il avait appris qu'une bouteille d'exception l'attendait au bout. Homer lui demande alors s'il a besoin de son intelligence pour garder un œil sur la bouteille. Smithers lui répond que non, il a juste besoin de lui, comme airbag humain. Homer est flatté, sincèrement flatté. Burns appelle à ce moment-là « Smithers, j'ai expectoré ma pomme d'Adam. Oh, quoi encore? J'arrive tout de suite, monsieur. Smithers s'excuse et demande à Homer de livrer la bouteille seul à la villa. Il lui dit que c'est la mission la plus importante de toute sa vie. Homer est aux anges. Smithers ajoute, dans la foulée, que si quelqu'un d'autre avait été là, il lui aurait demandé à la place. Homer dit quand même merci. Content d'avoir gagné votre confiance. Si je pouvais demander à n'importe qui d'autre sur Terre, je le ferais. Merci beaucoup. Dépêchez-vous, Smithers, tes fourmis commencent à l'encercler. Homer se retrouve donc seul avec la bouteille. Il décide de chercher l'itinéraire le moins accidenté. Sauf que pendant qu'il regarde son téléphone, la bouteille disparaît. Il panique, la repère dans les mains d'une femme qui s'apprête à la fracasser contre la coque d'un bateau pour le baptiser. La dame le regarde et dit qu'il lui rappelle quelqu'un. La bouteille se remet à rouler, elle s'arrête au pied d'un homme lors d'un mariage qui s'apprête à l'écraser. Homer se jette dessus, l'homme lui marche dessus à la place. La bouteille repart, arrive dans une fête, Homer plonge dedans, récupère la bouteille, sort, trébuche sur une pierre et la relance. Elle atterrit sur un stand de tir à la carabine de foire, Homer la récupère mais les gamins ont le temps de vider leur plomb dessus, sur lui en fait. Plus tard, Homer retire les plombs de ses vêtements et se demande où il est. Je vais te donner un indice, gros lard. C'est ici que t'habites.
Donne-moi un autre indice. Homer réalise qu'il est chez lui. Il va dans le garage avec la bouteille et se dit qu'il faut la mettre quelque part en sécurité. Il se répète à lui-même de ne pas être un idiot total. Il avise un coffre-fort dans le coin et y dépose la bouteille. Puis il décide de se récompenser avec une petite sieste dans la voiture, chauffage allumé. Il est sur le point de partir quand il réalise qu'il est en train de faire une bêtise. Il rentre dormir dans la maison. Un peu plus tard, Marge le réveille sur le canapé. Homer se rappelle qu'il doit livrer le vin. Marge lui propose de dîner d'abord. Homer accepte, évidemment. À table, Homer commence à manger le ragoût et s'extasie. Marge dit que c'est la même recette que d'habitude, mais qu'elle a ajouté un peu de vin pour relever. Homer demande lequel. C'est du bœuf, des carottes, des oignons, de l'ail et des feuilles de laurier. Ben, c'est délicieux. Non, et puis j'ai mis du vin aussi. De quoi? Quel genre de vin? Elle répond qu'elle ne voulait pas utiliser le vin ordinaire, alors elle a pris une vieille bouteille qu'elle avait trouvée. Homer se lève d'un coup et court vers le coffre en hurlant qu'il avait été malin cette fois. Il arrive devant le coffre, il est fermé, il l'ouvre, il est vide. Enfin, pas tout à fait vide, il y a un trou dans le fond. Marge lui explique qu'il a fait ce trou lui-même un soir en regardant la ligue de baseball après l'ajout du chronomètre de lancer. Homer dit qu'il aime ses sports à son rythme et qu'il le savait. Homer se retourne vers Marge et lui annonce que le vin qu'elle a mis dans le ragoût appartenait à Monsieur Burns et qu'il valait $1 million. Marge est sous le choc. À ce moment précis, Bart débarque et dit qu'il ne veut pas de ragoût. Homer lui fourre la cuillère dans la bouche en lui criant de manger son ragoût à $1 million. C'est trop dégueu le ragoût. Moi je veux un cheeseburger. Tu manges ton ragoût à 1 million. Homer interroge ensuite Marge pourquoi elle a utilisé toute la bouteille. Elle répond qu'elle a suivi la recette et qu'Homer aurait dû écrire son nom dessus, comme elle le fait avec son thé qui régule son transit. Homer lui demande du coup pourquoi elle courait aux toilettes tout le temps lors de leur dernier voyage. Elle dit que c'est justement parce qu'elle n'avait pas son thé. Voilà, on apprend des choses. Smithers sonne à la porte et demande des comptes à Homer. Homer, très à l'aise, lui propose d'abord de goûter le ragoût de Marge. Smithers accepte, trouve ça délicieux, puis commence à froncer les sourcils. Il reconnaît un vin rouge du 19e siècle. Homer tente de lui dire qu'il a tout mal compris. Smithers comprend alors que Marge a utilisé le vin de Napoléon pour faire son ragoût. Il se met dans une rage noire. Des oignons, de l'ail, du vin rouge datant du 19e siècle. Oh, oh. Homer lui propose d'aller serrer Bart à la place puisqu'il est dans la pièce d'à côté et que c'est sa principale contribution à la famille. Bart confirme. Smithers annonce que Burns va entrer dans une fureur sans précédent. Il commence à visualiser une punition horrible dans une scierie. Mais Marge s'interpose et dit que c'est entièrement sa faute à elle. Homer avait essayé de protéger la bouteille, c'est elle qui l'a utilisée sans demander. Smithers est désarmé. Vaincu par Marge, il n'avait pas prévu ça. Homer dit qu'il a peut être une solution. Smithers répond que ce n'est pas juste un peu compliqué, c'est une catastrophe totale. Homer lui explique que pour lui, une catastrophe c'est le quotidien et qu'il s'y est habitué depuis longtemps. Smithers bouillonne encore plus. Homer demande à Marge de lui jouer sa note et commence à chanter une chanson sur la façon dont ils vont couvrir la disparition du vin et éviter que Burns ne découvre quoi que ce soit. C'est complètement absurde. In the course of my long life, I've learned a golden rule. To escape the blame and avoid the shame when I've been an utter fool. Et Smithers, à la fin, admet qu'il ne peut pas résister à un numéro musical qui résume l'intrigue de l'épisode à l'avance. Marge demande comment ils vont concrètement s'en sortir. Smithers explique que ce ne sera pas simple. Burns va déguster le vin avec les plus grands experts mondiaux. Lisa intervient alors et dit que le vin c'est de la chimie pure et qu'il suffit de trouver quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet. Homer et Smithers vont voir un scientifique. Celui-ci est en plein milieu d'une expérience pour développer des abdos en béton parce que, dit-il, c'est ce que les femmes veulent. L'expérience visant à développer les fameuses tablettes de chocolat abdominales. Je sais, mais c'est ce que ces dames désirent. Marge lui répond sèchement que les femmes veulent juste quelqu'un qui les écoute. Le scientifique admet qu'il n'a pas encore de machine pour ça. Homer le convainc à sa façon en chantant, évidemment. Et ça marche. Plus tard, le scientifique remet la bouteille reconstituée, il a fait des calculs très précis, Smithers goûte, il est bluffé, Marge demande si c'est vraiment bon, confirmation. Le scientifique passe la machine de détection de radioactivité sur la bouteille, rien. Puis il effleure Homer avec la machine, ça bip dans tous les sens. Homer demande s'il doit s'inquiéter. Le scientifique lui répond que non, à moins qu'il ne prévoie d'avoir des enfants. Homer dit qu'il n'en a planifié aucun des 3 qu'il a déjà. La vie est ainsi faite. Est-ce que ce bruit doit m'inquiéter? Ça dépend. Prévoyez-vous d'avoir des enfants? J'ai jamais prévu d'avoir aucun de mes enfants. Bon, alors continuez comme ça. Retour chez Burns. Il réunit son club de dégustation et annonce qu'ils vont tous avoir le privilège de goûter un vin d'exception ayant appartenu à Napoléon en personne. Smithers débouche la bouteille. Homer retient son souffle. Marge dit qu'elle aimerait qu'il y ait moins de moments de vérité dans leur mariage. Tout le monde boit.
Tout le monde s'extasie. Smithers confirme que ça a marché. Homer et Marge se regardent soulagés. Homer dit que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Et il ajoute que ce soir, il compte aussi rouler des mécaniques avec Marge. Ton bricolage a marché, on dirait. Et ce soir, Bibiche, on se fera un petit bricolage sexuel. Oh, ça sera ma première fois. On ne sait pas très bien à quoi elle fait référence et c'est mieux ainsi. Le soir, Marge et Smithers boivent le vin du laboratoire ensemble. Marge dit qu'elle n'y croyait plus. Smithers réfléchit à voix haute. Avec l'argent que les milliardaires dépensent en vin, on pourrait offrir du bon vin à tous les pauvres du pays. Marge dit que les milliardaires sont des monstres. Smithers confirme, mais admet qu'il doit quand même faire ce qu'ils lui demandent. Il dit qu'il est lui-même aussi mauvais qu'eux à force de les côtoyer, qu'il ressemble de plus en plus à Burns. Marge lui fait remarquer qu'il est voûté. Smithers répond qu'il pense n'avoir plus beaucoup d'âme. Marge a alors une idée. Si avec le vin qu'ils ont fabriqué, ils vendaient une seule bouteille aux riches et redistribuaient l'argent aux plus démunis, Robin Hood version cave à vin. Le jour de la vente aux enchères arrive. L'endroit sans le fric, dit Marge. Smithers confirme que c'est là que se trouvent les gens les plus riches de la planète. Le commissaire-priseur annonce la bouteille. Le premier enchérisseur, 1 million. Les enchères montent très vite, 2 millions. Le marteau tombe. Marge et Smithers s'enlacent, euphoriques. À l'extérieur, Marge dit qu'ils ont enfin réussi quelque chose de bien avec tout ça. Smithers dit que pour la première fois de sa vie, il se sent libre. Des policiers surgissent de partout. Une femme les informe qu'ils sont arrêtés pour le grave crime de falsification de vin. Je me sens libre pour la première fois de mon existence. Vous êtes en état d'arrestation pour le délit de contrefaçon de vin pour millionnaire. En prison, la femme leur explique qu'ils se trouvent dans la prison vinicole, en attente du jugement du tribunal du vin. Marge demande ce que c'est. La femme lui explique que c'est l'instance chargée de juger les fabricants de faux vins. Elle amène Marge à sa cellule, puis demande à Smithers si sa cellule lui convient. Marge remarque qu'on pose toujours cette question aux hommes. Bonne observation, Marge. Marge appelle Homer, il rit et dit que ça ressemble au même coup monté qu'il a failli se faire avoir le mois dernier. Marge lui dit que c'était elle, ce coup-là, et qu'elle avait dû rentrer à pied depuis l'aéroport parce qu'il n'avait pas voulu la croire. Homer, abasourdi, réalise qu'elle est vraiment en prison. Elle confirme et explique l'histoire du vin falsifié. Homer dit qu'il ne comprend pas comment elle peut être en prison à cause d'alcool pendant que lui est à la maison à s'occuper des enfants. Un policier met fin à la communication, Marge dit qu'elle rentrera bientôt et qu'elle les aime tous. Il faut que je raccroche, vous me manquez tous tellement, je vous aime très fort. Oh, maman t'aime très fort aussi, Maggie. Le jour du procès, Smithers explique que le tribunal du vin fonctionne selon le système judiciaire français. Il est basé sur le droit de chaque prévenu à un certain... je ne sais quoi. Marge lui demande comment il sait autant de choses là-dessus. Smithers répond qu'il fréquente assidûment le bar des efféminés de la ville et que le tribunal du vin y traîne beaucoup. On n'en saura pas plus. L'avocate adverse prend la parole et dit qu'elle refuse de croire que le vin de Napoléon ait été retrouvé par deux individus sans aucune classe, une femme au foyer et un assistant de direction. Elle demande à Marge quelle est sa recette de sangria. Marge répond 2 doses de Dove couleur et 1 dose de glace à l'eau de raisin. Le silence qui suit en dit long. Marge aperçoit Homer dans la salle et lui demande de promettre de bien s'occuper des enfants. Il répond, sincèrement navré, qu'il ne pourra malheureusement pas lui faire cette promesse. Le soir, Marge regarde la lune par la fenêtre et se demande si Homer regarde la même. Homer, lui, est en train de faire la vaisselle. Il dit que Marge est toujours là pour essuyer et ranger et que tout ça c'est entièrement sa faute. Il chante une chanson là-dessus. Marge a toujours été là pour essuyer et ranger la vaisselle. Tout ça, c'est de ma faute. Bart lui dit qu'il avait raconté que Marge était à Santa Barbara avec des amis. Homer avoue qu'elle est en prison, Lisa s'affole et dit qu'il faut la sortir de là. Bart suggère de couvrir Marge et Smithers. Homer refuse, il a juré de ne plus faire ça. Marge s'est mise dans cette situation toute seule. Au tribunal, Marge prend la parole. Elle dit que le vin dont on l'accuse a exactement le même goût que l'original et que personne dans cette salle ne pourrait faire la différence. Comment peut-on appeler ça un crime ? Une femme se lève et explique longuement que le vin c'est un patrimoine, une histoire, et qu'en falsifier, c'est effacer quelque chose d'irremplaçable. La juge annonce qu'elle a pris sa décision. Elle déclare que le faux vin est en réalité le vrai. Affaire classée. Je déclare que le faux vin incriminé est en fait authentique. L'audience est levée. Smithers n'y comprend rien. Burns apparaît alors et explique qu'il a acheté quelque chose de bien plus précieux qu'une bouteille de vin. Il a acheté la juge. Il précise qu'il n'a pas fait ça pour eux, mais pour protéger sa réputation. Si quelqu'un découvrait que sa bouteille était fausse, les gens commenceraient à douter de tous ses biens.
Et c'est Homer qui l'avait alerté de la situation. Homer dit qu'il a juste essayé de couvrir les choses. Lisa lui rappelle qu'il avait dit qu'il ne le ferait plus. Homer explique qu'il a essayé, vraiment, mais que couvrir, c'est la seule chose dans laquelle il est vraiment doué. Alors il a fait appel à un spécialiste. Homer demande si quelqu'un sait qui a enterré tous les déchets nucléaires sous l'aéroport de Denver. Ce quelqu'un, c'est lui. Et il connaît du monde. Smithers sort, l'air abattu. Marge s'approche et il lui dit que leur plan consistait à combattre les mauvaises actions d'un homme et qu'ils ont finalement été sauvés par ce même homme et ses mauvaises actions. Marge dit que leur idée de base était d'utiliser l'argent du mal pour faire le bien et qu'ils ont toujours cet argent. Elle sort l'enveloppe, tous les deux sourient. Robin Hood, version Simpson, c'est tout eux. L'argent sale pour réaliser de bonnes choses. Et on peut maintenant. Robin des Bois? Robin des Bois. Et voilà pour cet épisode, vraiment un des bons selon moi. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter ce que vous en pensez et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très vite pour la prochaine vidéo.